Merci Éric Revel en campagne chaque matin. Oui, ça peut avoir des incidences, quoi. Hein, Françoise Elisabeth Lévy. Des incidences, en tout cas, c'est certain. Je suis d'accord avec Éric Revel. Pour revenir juste une seconde sur le Parti Socialiste, Ségolène Royal avait 17 000 voix d'avance à 23h. Et le lendemain, après avoir bouclé sur le Ferrino et nous avoir interdit d'y pénétrer les journalistes, Martine Aubry gagnait avec 42 voix d'avance. Donc je pense que le Parti Socialiste n'a aucune leçon de morale à donner aux Républicains. C'était complètement fou. Je pense que Éric a raison. C'était des bourrages d'urnes. C'était des vols. C'était des. Tout de suite, c'est grand mot. Bien sûr, c'était c'est pas des militants fantoches, mais c'était des chats ou des chiens qui avaient voté. Ça bourrait très fort dans le Nord, ça bourrait énormément à Marseille. Sur le Ferrino, vous n'auriez pas dû travailler trop tard à cause des 35 heures de Martine Aubry. Qu'est-ce que vous êtes mais n'importe quoi. Éric Revel. Vous pouvez pas attaquer comme ça sous la ceinture de bon matin. C'est dingue. Je parlais de cette défaite de Ségolène Royal dont elle a été victime. Vous l'avez bien compris. Non, mais j'ai compris. Mais bien sûr, mais c'était les 3-8. Tout le monde l'a compris comme ça. C'était vraiment d'une violence terrible et la Coco est pareil. Donc vraiment. Mais je pense que je suis pas certaine que l'opinion publique va faire porter ça au discrédit de Valérie Pécresse, que j'ai regardé hier, que j'ai trouvé excellente sur BFM, je dois le dire. Donc elle montre en réalité qu'elle maîtrise bien plus le débat en fait que les meetings. Il faut vraiment arrêter avec les meetings. Et je dirais également que j'ai été complètement heurté. Je suis tombé sur ma chaise, mais en regardant Twitter, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule quand un journaliste lui a posé la question pourquoi vous portez pas de jupe, vous portez tout le temps des pantalons. Et j'ai trouvé ça complètement délirant, complètement fou. On est en 2022. Est-ce qu'on poserait une question comme ça à la con, pardonnez-moi, je parle mal, pour reprendre l'expression de Bernadette Chirac, c'est une question à la con. Est-ce qu'on poserait des questions aussi ineptes à un candidat sur la façon homme, sur la façon dont il s'habille? C'est complètement fou. J'étais estomaco, je sais plus, je sais même pas si, non, c'est pas Bruce Toussaint, ça m'inquiète beaucoup parce que moi j'ai demandé ça à une amie il y a pas longtemps, je lui ai dit mais pourquoi t'es jamais en jupe? Non mais, alors, ça m'inquiète beaucoup. Non mais t'es pas candidate à la présidentielle, enfin c'est complètement dingue. Ah bon, mais alors je te donne mon parrainage, pourtant je suis pas d'accord avec toi. Mais voilà, donc j'ai trouvé ça fou. Mais ceci dit, hier, pour ça que je suis avec Éric Revel, je dirais juste qu'il faut pas enterrer trop vite Valérie Pécresse, et c'est ce que Éric ne fait pas d'ailleurs. Il faut enterrer personne en fait pour le second tour, parce que la réalité c'est que est en train de se profiler le cauchemar des sondeurs. Quatre candidats, si Mélenchon continue de monter, pour un second tour dans un mouchoir de poche, c'est fou. Oui, Elisabeth Lévy. Non, juste sur cette affaire de jupe, c'est-à-dire que c'est aussi choquant que si on avait demandé à n'importe quel candidat homme pourquoi vous mettez des cravates bleues ou des cravates rouges ou c'est-à-dire à l'époque on s'est moqué aussi des cravates un peu de François Hollande. Se moquer des cravates de François Hollande, c'est pas la même chose que d'interroger un candidat. On peut se moquer, si vous voulez, oui, on peut toujours se moquer, mais interroger un candidat sur les fanfreluches, c'est un peu, disons, d'abord de quoi je me mêle, je m'habille comme je veux et c'est pas tes oignons, c'est tout. C'est vrai. J'adore. Éric Revel, non mais cette histoire, c'est vrai que ça intervient, c'est une nouvelle séquence quand même compliquée pour Valérie Pécresse, quoi. Quoi qu'il en soit, hein, bien sûr. En plus, ce n'est pas pour elle visiblement la voix, c'était plutôt pour Éric Ciotti, mais quand même, quoi. Ça montre aussi des divisions, des problèmes chez les LR, Éric. Oui, alors ce qu'il faudrait savoir, mais évidemment, le journalisme bien fait de Libé ou de Mediapart se cache toujours derrière ce paravent, le secret des sources. C'est qui quand même a donné cette information et ce fichier à Libération. Ça, ce serait intéressant de savoir justement, parce que si on savait qui a donné ce fichier LR à Libération, on aurait la réponse à qui profite le crime. Bon, visiblement, c'est pas Valérie Pécresse parce que elle continue quand même à, comme dirait Boris Cyrulnik, à tenter d'être résiliente et de reprendre la forme quand elle à cause des coups qu'elle prend, mais moi c'est ça qui m'intéresserait. Non mais quand même, investigation à Mediapart. Tiens, vous avez raison, Éric. Investigation à Mediapart. J'investiguerai sur Libération pour savoir qui a donné. Et ça, ce serait intéressant. Mais je pense pas qu'ils le feront. Oui, vous avez raison. Cela dit, au risque de désespérer nos chers auditeurs, honnêtement, qu'il y ait de la triche dans des primaires, comme l'a dit Françoise. Si vous voulez, ce qui serait étonnant, c'est qu'il n'y en ait pas entre nous. Non mais
franchement, je veux dire, arrêtons un peu 2 secondes d'être naïfs. Et on pose la question ce matin, Cécile. Hein. Justement, Elisabeth Lévy a raison. Hein. Et croyez-vous à ces soupçons de fraude chez les LR, c'est la question du jour. Vous dites oui à 89%. Et d'ailleurs, Jackie nous dit, en politique, il y a toujours eu des fraudes. C'est une fraude qui en cache une autre. Le toutou électeur est toutefois une trouvaille assez amusante. Villeneuve nous dit sur des milliers de votants... un toutou français, madame. Villeneuve nous dit sur des milliers de votants quelques fraudes. Ça veut dire qu'il y a quelques salopards chez les LR qui voudraient plomber la primaire. Pour qui roule-t-il? Mais ça n'entame pas pour lui, en tout cas pour elle, la crédibilité de Valérie Pécresse. Oui, et Michel du Tarn qui dit preuve que le vote électronique n'est pas fiable. Également, quoi. Allez, dans un instant, on va parler de l'Ukraine. Évidemment, c'est l'information de la nuit avec des bombardements qui ont été entendus, avec la déclaration de Vladimir Poutine. Vous l'avez entendu dans le journal en fait de 9h. Nous l'évoquons et vous pouvez réagir sur tous les sujets de l'actualité d'ailleurs. Hein. Le micro vous est ouvert. Et puis tout à l'heure, restez bien à l'écoute à 9h30 parce que c'est une intéressante enquête, un livre enquête sur la France, l'état d'esprit en fait de la France, ce pays que l'on croyait connaître. Laetitia Strauch-Bonnard, un livre qui sort aujourd'hui aux éditions Perrin, particulièrement en fait instructif. On se plaint toujours, ça va mal, alors qu'il y a quand même aussi des choses positives, mais il faut essayer de voir entre les lignes aussi, hein, sur ce qui va, ce qui ne va pas. Quoi. Voilà, mais c'est particulièrement intéressant, elle sera avec nous à 9h30. Et vous attend au standard 0826 300 300, à tout de suite. Le grand matin. 9h16, pardon. On continue les débats ce matin avec Elisabeth Lévy, Françoise Degois, Éric Revel, vos appels 0826 300 300. On va revenir bien entendu sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Oui, avec des témoignages évidemment, puisque tout à l'heure nous étions en ligne avec David, qui est sur les routes ce matin. Il est parti de Kharkiv, du côté du nord-est en fait de l'Ukraine. Il est installé sur place depuis 14 ans avec sa famille. Il dit que les conditions de vie était bonne jusqu'à présent, que lui évidemment peut partir et il va prendre la route pour aller en Hongrie, puisque évidemment il n'y a pas de possibilité de prendre en fait des avions aujourd'hui, et donc c'est en voiture qu'il prend le chemin des Carpates pour aller vers la Hongrie, et puis ensuite de la Hongrie il espère rejoindre la France. Nous devions être en ligne avec lui, on a eu des difficultés en fait à le joindre. Nous devrions être avec un autre Français qui est également en Ukraine. Parce que évidemment aujourd'hui autant ces derniers jours on était dans des menaces et c'était extrêmement compliqué. Là cette fois-ci, depuis cette nuit, il y a ces bombardements quand même. Elisabeth, non mais la question qu'on se pose, en tous les cas que moi je me pose, c'est quels sont aujourd'hui les buts de guerre de Vladimir Poutine, parce que encore une fois je ne le vois pas envahir l'Ukraine complètement ou prendre Kiev, dans le sens si vous voulez, il va pas occuper Kiev, tout simplement parce que je ne vois pas comment il tiendrait, si vous voulez, ensuite. Donc j'ai du mal à savoir, si vous voulez, on comprenait pour le Donbass, on comprenait pour la Crimée, mais là j'ai du mal à comprendre ce que sont ces buts de guerre. Et il les explique, pardon. Je suppose que l'Union européenne va pas dire oui finalement on arrête tout. Non, mais il les explique très bien, en ce sens qu'il veut démilitariser l'Ukraine. Il parle pas simplement de l'Ukraine, il parle d'autres pays. Donc la réalité, si vous voulez, c'est que nous sommes. Le problème, c'est que quand on montre ses muscles ou quand on fait une menace, il faut être capable de la mettre à exécution. Joe Biden, les Européens, nous avons montré nos muscles. Il faut être capable de s'en servir. Aujourd'hui, c'est pas le problème de qui va mourir pour l'Ukraine. C'est la simple question de l'enchaînement tragique. Aujourd'hui, si un seul soldat de l'OTAN tirait un coup de fusil en réponse aux actions militaires russes, nous serions dans la 3e guerre mondiale. Donc il est évident que personne ne veut la 3e guerre mondiale. Donc il est évident que Vladimir Poutine, sachant cette impossibilité d'enclencher on rentre pas en guerre contre la Russie, en gros, sachant cette impossibilité pour les Occidentaux de rentrer en guerre contre lui, pousse ses pions jusqu'au bout. Depuis des années, la Russie l'explique. Quand je dis ça, je n'excuse absolument pas l'invasion et la stratégie poutinienne. J'explique juste que, évidemment, depuis 91, l'OTAN avait promis de ne pas s'étendre, et depuis 91, l'OTAN grignote
grignotent des bouts de terrain et encerclent ce pays qui a toujours été, vous savez, la Russie, c'est idiot à dire, mais il n'y a pas de frontières naturelles. Donc la Russie a toujours été paranoïaque ou inquiète en tout cas sur ses frontières. Ouais. Donc Vladimir Poutine depuis des années dit je ne veux pas que l'OTAN s'étende. On voit bien le but qu'il poursuit. Il l'a dit avec des propos délirants, dénazifier l'Ukraine. Enfin, oui, c'est complètement dingue. Oui, juste une petite précision au passage, hein, puisque non mais bien sûr, François Fillon, vous savez, puisque évidemment François Fillon aujourd'hui travaille avec les Russes. Ouais. Et ce matin, il a fait une petite mise au point. Elisabeth, il dit en 2014, j'ai regretté les conditions de l'annexion de la Crimée, hein, puisqu'il y avait eu cette annexion aussi de la Crimée qui est aussi à l'est de l'Ukraine. Aujourd'hui, dit-il, je condamne l'usage de la force en Ukraine, mais depuis 10 ans, je mets en garde contre le refus des Occidentaux de prendre en compte les revendications russes sur l'expansion de l'OTAN. Voilà, oui, mais alors attendez, pardon là-dessus. Je dis pas, je comprends bien le problème russe, mais d'un autre côté, si vous voulez, des pays souverains, et c'est dans la charte de l'Atlantique, je vous rappelle, que nous avons signé en 45, hein, si je ne m'abuse, des pays souverains ont le droit d'entrer dans le système d'alliance qui leur convient, si vous voulez. Donc c'est très compliqué, parce qu'on revient en même temps à l'époque de la souveraineté limitée des peuples frères, et d'ailleurs, Françoise a cité cette affaire, a cité le vocabulaire de Vladimir Poutine, ça rappelle vraiment furieusement, non pas seulement la guerre froide, mais la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Donc, mais je pense que Fillon essaie de... D'abord, moi je considère que Schröder, comme ça il y en a pour tout le monde, la gauche et la droite, je trouve indigne quand on a été un dirigeant d'un pays de monnayer son carnet d'adresses avec une puissance comme la Russie. Je pense que ce que fait François Fillon, comme ce qu'avait enclenché Gerhard Schröder, le chancelier sociodémocrate allemand, qui était parti travailler qui travaille toujours pour Gazprom, je trouve ça indigne, que ce soit, quel que soit le côté de l'échiquier. Je pense aussi que François Fillon, de l'autre côté, a toujours été russophile. C'est quelqu'un qui adore la Russie, qui comprend bien l'esprit russe. Et voilà, mais sa façon, en tant qu'ancien Premier ministre français, de dédouaner, ça sert à rien de faire une déclaration en disant « Je condamne l'invasion, mais il a de bonnes raisons de le faire ». En gros, c'est ça qu'il faut lire dans les sous-titres. Je pense que ça, ce n'est pas bonne politique et ça continue à dégrader l'image que je peux avoir de François Fillon. Oui, et je vous parlais en fait de David, et notamment de ressortissants français qui doivent aussi quitter l'Ukraine. Nous étions avec lui tôt ce matin. Il est en ligne avec nous. Il est en route. Bonjour David. Bonjour David. Patrick, bonjour. Je suis dans la voiture. Malheureusement, c'est sur les écouteurs de la voiture. Donc, on ne va pas vous embêter longtemps. Vous avez pris la route ce matin, c'est ça, de Kharkiv. Nous avons été réveillés à 5h30 par les bombardements. Il a fallu, comme on est 5, on a préparé la voiture, on est parti à 8h30 et là on est vraiment en dehors de la ville, vers Poltava. Oui. Et ce que, si j'ai juste un mot à vous dire, c'est supporter l'Ukraine, supporter ces pauvres gens qui eux, la partie là, qui auront besoin juste. Oui, qui ne veulent pas de cette guerre, hein, c'est ce que vous dites, hein, David. Hein. David, on a perdu en fait la liaison puisqu'il est évidemment sur la route. C'est fort ce qu'il a dit déjà. En train de quitter. Et donc oui, il dit, réveillé à 5h du mat par les bombardements. Moi, depuis ce matin, on en parlait avec Elisabeth, je crois. J'ai la chair de poule de repenser, de penser. Je me mets à la place des civils. Moi, j'ai vécu des bombardements dans le nord d'Israël en 2006. Ça n'a pas duré longtemps, quelques minutes. J'en ai encore des frissons quand j'y repense. C'est terrorisant. Qui c'est qui va morfler encore dans cette histoire? C'est encore une fois les civils. Et ce que disait David, c'est très fort. 5h30, réveillé par les bombardements, on fait les valises avec les gosses, on monte dans la bagnole. Enfin, vraiment, voilà. À chaque fois, c'est les peuples, qui payent. J'enfonce une porte ouverte en le disant, mais vivons. Mettez-vous à la place. Moi, j'ai pris des roquettes tirées par le Hezbollah. Je peux vous dire que c'est effrayant, en fait. C'est un bouleversement terrible. Ça vous terrorise de façon animale, quoi. Voilà. Éric Revel, Éric, vous avez vu dès ce matin, parce que vous connaissez bien toutes les questions économiques, et il y a eu des répercussions immédiatement sur le cours du pétrole. Hein.
Oui, bien sûr, sur le cours du pétrole, sur le cours du gaz aussi, qui était déjà très 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 élevé. Bon, comme on l'a dit, mais il faut le répéter, ça remet en cause la mise en place d'un gazoduc qui devait alimenter l'Allemagne. En fait, il y a quand même un autre sujet qu'on aborde peu. On parle beaucoup de mesures économiques prises à l'encontre de Vladimir Poutine et de la Russie, mais en fait, ce qu'on est en train de s'infliger aussi avec ce conflit, qui, espérons-le, ne dégénérera pas davantage, c'est que en réalité, on est en train de surenchérir le prix des énergies fossiles. Et dans une période où la transition écologique n'est pas achevée par définition, ce surenchérissement du prix du pétrole ou du prix du gaz, alors je regarde midi à notre porte, Patrick, évidemment, quand on parle de ça, on ne met pas de côté les souffrances que sont en train de vivre le peuple ukrainien et des morts qu'il va y avoir, mais de notre fenêtre, en fait, ça va avoir aussi un impact assez direct si cette crise continue sur la croissance. En fait, la crise de la Covid sanitaire avait mis par terre l'économie. Attention à ce qu'un surenchérissement du prix du pétrole et du prix du gaz, notamment pour les entreprises qui ont besoin d'énergie pour produire en France, celles qui produisent encore en France, ne soit pas le moment où on va basculer de nouveau, sinon dans un moment de croissance moins forte et pourquoi pas même de récession. Ouais, j'ai une question à vous, Éric Revel, car je ne suis pas spécialiste. Je sais simplement que la Russie et l'Ukraine, c'est 1/3 de la production mondiale de blé. Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à, pas des restrictions alimentaires, mais en tout cas une répercussion sur les prix de nos produits courants que sont la baguette, les farines, etc. Mais vous avez raison, vous avez raison. Déjà, le prix du blé avait augmenté pour des raisons liées aussi à l'énergie, liées aussi à l'énergie, puisque l'énergie, son prix était parti à la hausse. Pour faire de la farine, il faut broyer du blé, donc il faut de l'énergie pour faire de la farine. Mais il y a aussi un autre aspect qu'on aborde peu, parce qu'évidemment, ça plaît pas trop aux Américains. Ouais. C'est qu'en réalité, si le gaz russe ou si l'énergie qui vient de la Russie s'envole, ça va faire les affaires des Américains et du gaz de schiste américain. On a fermé beaucoup de puits aux États-Unis quand le prix du pétrole s'était effondré, parce que ça ne rendait plus rentable ces gisements de gaz de schiste. Mais là, je pense que les Américains, le gaz algérien également, va de nouveau être un sujet pour l'Europe et pour la France, parce que je vous rappelle aussi qu'on importe beaucoup de gaz d'Algérie, et que tout ça va avoir un impact très fort sur la facture globale, mais c'est aussi de la géopolitique, Patrick, que de parler de cette sorte de jeu de poker menteur. Évidemment, Joe Biden est du côté de l'OTAN et de l'Europe, mais pour les producteurs de gaz de schiste aux États-Unis, c'est, pardonnez-moi, entre parenthèses, une très bonne nouvelle. Ouais. On se demande ce qui pourra arrêter aujourd'hui Vladimir Poutine. Ça, en fait, c'est une question, parce que c'est vrai qu'il y a eu des échanges, il y a eu des négociations. Non, mais en dehors de lui, mais de la part du Conseil de sécurité de l'ONU, parce qu'on a l'impression qu'on est parti dans une forme de bras de fer. Mais dans ce bras de fer, on sait, Poutine, lui, n'a pas forcément envie de céder immédiatement, sinon il perd en fait un petit peu aussi la face à son peuple russe, quoi. Elisabeth Lévy. Là, honnêtement, je ne crois pas vraiment que les instances multilatérales vont faire quelque chose. Vous savez, il n'y a qu'une chose qui reste la force, c'est la force. Donc, comme nous n'allons pas l'employer, bien entendu, comme disait Claude Chesson en 1981, bien entendu, nous ne ferons rien, nous ferons des sanctions économiques. Poutine s'arrêtera quand il aura réalisé ses buts de guerre. Ou alors, peut-être pour un problème intérieur russe, parce que tout le monde fait de la politique intérieure, mais c'est pas nous qui allons l'arrêter, je le crains. Nos grandes déclarations ne vont pas l'arrêter. Et de fait, soyons honnêtes, il ne s'agit pas de s'en prendre aux dirigeants. Personne n'est prêt à aller mourir pour Kharkiv, excusez-moi, ou pour Donetsk, et même pour Kiev, je le crains. Donc, je crois que ce serait une erreur de la part des Ukrainiens d'espérer que l'Europe va vraiment... on va les soutenir, les belles paroles, ça, on va leur en donner, mais... Après, on est tellement dans un moment fou, pardon Eric, on est tellement dans un moment fou, aujourd'hui, ce que fait Poutine était imprévisible, même de la part des plus fins observateurs. Personne ne pouvait imaginer, comment dirais-je, même les gens qui connaissent le mieux la Russie, qui connaissent le mieux Poutine, ne pouvaient imaginer qu'il mettrait ces menaces
à ce point à exécution. Donc nous ne savons pas dans quel engrenage nous sommes pris. En réalité, moi je suis un peu dans le brouillard ce matin. C'est-à-dire, j'imagine que personne ne veut d'une troisième guerre mondiale, parce qu'aujourd'hui, si un soldat de l'OTAN tire un coup de feu, ça s'appelle une troisième guerre mondiale. Mais je ne sais pas, on ne sait pas de quel côté de la pièce ça tombe. Je pense que Eric a raison. Sur le papier, pour ce que nous en connaissons, c'est Poutine qui s'arrêtera quand il aura décidé de s'arrêter. Mais ce n'est même plus certain, en fait. Ouais. Merci à tous les trois.